Bien, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être à Lyon pour discuter avec des jeunes gens qui s'intéressent à l'art et à la science. L'art, c'est l'art, la science, c'est la science, mais une fois qu'on les a bien séparés, un dialogue est possible. La soirée risque d'être intéressante parce que le message que je m'apprêtais à dire, à délivrer, est exactement le contraire de celui que vous avez énoncé à l'instant, à savoir que les images de science sont trompeuses par leur éloquence, c'est-à-dire qu'elles imposent un sens immédiat qui, en général, contredit ce qu'elles montrent vraiment scientifiquement. Or, vous nous montrez, vous, qu'en fait, elles n'ont pas de sens, ou plutôt elles ont une multiplicité de sens Elles qui ont les un rendent sens ambigus. Ouais. on va essayer de voir si un sens est... Et donc moi, je commencerai par rappeler que quand on s'intéresse à l'infiniment petit, c'est-à-dire quand on fait de la physique des particules, en général, on se présente comme un héritier des atomistes grecs, Leucippe, Démocrite, et en réalité, on invoque cette tradition pour justifier une pratique qui s'en détourne. C'est-à-dire que les atomes qu'on a découverts en physique au début du XXe siècle, après les travaux d'Einstein en 1905, la preuve que les calculs d'Einstein sur le mouvement brownien étaient justes en 1906 par Jean Perrin, on fait croire pendant très peu de temps que l'atome que les physiciens venaient de découvrir ressemblait à l'atome que les Grecs avaient pensé. C'est-à-dire une particule insécable, immortelle, ayant une trajectoire bien définie. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que l'atome qu'on a découvert n'a aucune des propriétés que les Grecs avaient imaginées. Autrement dit, ce qu'on appelle l'atome est un objet qui n'avait été préalablement pensé par personne. Et donc on pourrait dire, finalement, les Grecs, qu'on ne cesse de louer en disant qu'ils ont été les précurseurs de l'atome, en fait, ont proposé une image de l'atome qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'atome des Grecs n'existe pas. Et l'atome qui existe n'a été préalablement pensé par personne. Et donc on pourrait dire, finalement, les Grecs n'étaient pas très futés. En fait, non. C'était des génies. Et la morale de l'histoire que je raconte là, c'est que les choses qui n'existent pas pour rien. C'est-à-dire que l'atome qu'ils ont pensé n'existe pas, mais c'est parce qu'ils l'ont pensé que tout un débat a été déclenché par cette image originelle qu'ils ont eue, et ces débats, au bout de 2500 ans, ont débouché sur la découverte expérimentale d'un objet qu'on appelle l'atome, qui n'est pas celui qu'ils avaient pensé, mais qu'on n'aurait pas découvert s'ils ne l'avaient pas pensé. Alors on pourrait dire, finalement, on s'est trompé d'échelle. Certes, l'atome des physiciens est composite, mais les particules élémentaires qui le constituent sont vraiment des atomes. C'est des atomes à plus petite échelle, plus petits que l'atome, l'électron, les quarks. Voilà les atomes, les vrais, insécables, de la physique contemporaine. Et c'est cette image-là que je vais essayer de détruire. Justement, en m'appuyant sur une phrase de Roland Barthes. Roland Barthes, vous le savez, on a célébré en 2015 le centenaire de sa naissance. Et dans son ouvrage majeur, je crois, qui s'appelle Mythologie, il a écrit cette phrase: « L'image est plus impérative que l'écriture. Elle impose la signification d'un coup, sans l'analyser, sans la disperser. » Donc ça contredit votre expérience, parce que je ne sais pas si vous avez joué un petit rôle, mais vous sembliez hésiter sur ce que montre l'image, et lui dit le contraire, il dit qu'en fait on n'hésite jamais, et c'est ça l'erreur. Et cette remarque de Roland Barthes, il me semble qu'elle vaut principalement pour les images de science. Je crois, on ne pourrait peut-être pas universaliser mon propos, mais dans beaucoup de cas, les images de science démontrent le contraire de ce qu'elles montrent. Et quand on en fait l'analyse scientifique, on aboutit à des conclusions qui sont le démenti de l'impression première qu'elles ont délivrée. Et l'exemple que je voudrais donner, c'est celui de la chambre à bulles. La chambre à bulles, c'est un détecteur de particules qu'on a utilisé à partir des années 53. C'est des photos, et c'est un dispositif qui a été inventé par un physicien américain qui s'appelle Donald Glaser, qui a eu le prix Nobel de physique en 1960. En fait, c'est la seule chose qu'il ait faite, c'est d'inventer la chambre à bulles.
Il était connu parce qu'il coinçait la bulle, c'est le cas de le dire, dans un bar qui s'appelait The Brown Jug, qu'on pourrait traduire par la cruche brune. La cruche brune, c'est un nom qui sonne comme une revanche pour les blondes. Mais en fait, c'est en regardant plusieurs heures par jour les bulles montant dans son verre de bière qu'il a eu l'idée de la chambre à bulles. L'idée, c'est que un liquide qu'on comprime quand on le chauffe ne bout pas. Il ne va pas jusqu'à l'ébullition parce que la pression l'empêche de bouillir. Mais si brutalement on lâche le piston qui maintient la pression, alors il ne va pas se mettre à bouillir tout de suite. Il va être dans un état qu'on appelle métastable. Et cet état va être perturbé par n'importe quel objet qui le traverse, par exemple une particule chargée. Et les particules chargées traversant la chambre à bulles remplie de ce liquide vont laisser une trace, comme celle que vous voyez ici. Et dans les années 50-60, c'est un détecteur qui a permis de faire beaucoup de découvertes. Et il y a eu, par exemple, on a découvert les courants neutres, ce qu'on appelle le Z0, la particule qui médiatise l'interaction nucléaire faible, a été découverte grâce à une chambre à bulles, grâce à un cliché de chambre à bulles, une photo qu'on a prise des traces qui sont faites des bulles qui sont créées par le passage de la particule au sein du liquide. Et donc on pourrait dire dans un premier temps que les physiciens ont réussi à transformer le spectacle d'un verre de bière en bouteille de champagne. Ce qui est déjà une transmutation intéressante. Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est que quand on voit ces clichés, évidemment on les interprète en disant finalement les particules sont des corpuscules. C'est-à-dire ce sont des petits grains de matière, des points matériels qui traversent cette chambre selon des trajectoires qui sont courbées par le champ magnétique, des trajectoires curvilignes. On voit que plus la courbure de la trajectoire est grande et moins l'énergie de la particule en question est petite. Et donc on a l'impression que ce sont des corpuscules qui se sont propagés dans la chambre. Et donc on a une conception de la matière qui est celle d'objets atomiques, en apparence insécables, concentrés dans un volume extrêmement petit, qui ont des trajectoires bien définies, c'est-à-dire une position et une vitesse bien déterminées en chaque point de la trajectoire. Et c'est la conclusion à laquelle le spectacle de cette image conduit immédiatement. Sauf que ça a été démontré par des physiciens comme Heisenberg et un peu avant lui par des physiciens anglais. On ne peut comprendre la trajectoire de ces objets qu'en représentant les objets qu'il a créés par des ondes. Autrement dit, on a conclu que c'était des corpuscules, mais pour comprendre comment ces processus, c'est-à-dire le fait que les bulles qui se succèdent s'enchaînent selon une ligne en apparence bien définie, il faut représenter ces particules par des ondes. Et c'est quand on les représente par des ondes qu'on comprend pourquoi l'enchaînement des bulles se fait selon une trajectoire qui semble assez bien définie. Et donc, ce cliché montre en fait que les particules sont autre chose que des corpuscules, alors que l'interprétation primitive de l'image nous fait conclure que ce sont des corpuscules. Et autrement dit, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut se méfier de l'éloquence des images, qui peuvent montrer le contraire, qui peuvent en fait démontrer le contraire de ce qu'elles montrent. Et ça va même plus loin, ça peut aboutir à une sorte de définition de la physique moderne. Il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, qui disait que le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire on peut expliquer ce qu'on voit, ce qu'on observe, grâce à des lois qui contredisent ce qu'on observe. Et d'ailleurs, si vous pensez à n'importe quelle loi physique qui vous passe par la tête, vous verrez que son énoncé contredit l'observation. La première loi physique de la physique moderne, c'est celle de Galilée sur la chute des corps. Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse ». Qui a jamais vu cela? Du temps de Galilée, personne. On ne savait pas faire le vide, et à chaque fois qu'on faisait tomber des corps, on voyait que les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers.
Donc la loi de la chute des corps qu'on déduit de l'observation nous fait dire que plus un corps est lourd et plus il tombe vite. Et Galilée, lui, se pose la question de savoir si cette loi est vraie. Elle est conforme à l'observation, mais ça ne lui suffit pas. Il se pose la question de savoir si elle est vraie. Et il démontre, sans faire d'expérience, qu'on peut démontrer que si elle était vraie, cela prouverait qu'il est impossible qu'elle soit vraie. Et donc, il prend la loi au sérieux et il dit oui, supposons que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je relie un corps lourd à un corps léger par une ficelle? Par exemple, une boule de pétanque à une balle de tennis. Je les relie par une ficelle. L'ensemble formé par les deux est plus lourd que la boule de pétanque. Donc si ma loi est correcte, l'ensemble va tomber plus vite que la boule de pétanque. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis, qui est moins lourde, va tomber moins vite que la boule de pétanque, donc elle va tendre la corde. Et en tendant la corde, elle va faire parachute et faire en sorte que l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Contradiction. Comment résoudre la contradiction? En disant que la boule de pétanque tombe à la même vitesse que la balle de tennis. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc la première loi physique est une loi qui contredit l'observation. Et c'est l'idée que les lois physiques sont hors du spectacle. Hors du spectacle. Et on ne peut pas les voir directement. Pour les trouver, il faut aller les chercher. Et l'ironie de l'histoire, c'est que hors du spectacle a pour anagramme la chute des corps. Alors la question que je voudrais poser dans un deuxième temps, c'est, puisque les apparences sont trompeuses, puisque la physique n'est pas la bureaucratie des apparences, comme disait Einstein, comment est-ce qu'on arrive à trouver les lois qui contredisent ce qu'on voit? Si les lois sont cachées, comment y a-t-on accès? Et il y a une première méthode, qui est d'ailleurs celle qu'a utilisée Galilée dans l'exemple que j'ai donné. Ce qu'a fait Galilée, c'est le contraire d'une expérience réelle. C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est je prends au sérieux une loi et je regarde ce qu'implique cette loi dans des conditions que je ne peux pas réaliser, mais que je peux imaginer. Et donc l'expérience de pensée me permet de tester la cohérence, la consistance d'une théorie pour voir si, dans certaines conditions, elle aboutit ou non à des choses qui sont raisonnables. Et Einstein a beaucoup pratiqué, après Galilée, cette méthode. Dès son plus jeune âge, d'ailleurs, vous savez qu'en 1895, quand il était parti en Italie, après avoir démissionné du lycée de Munich, dont il ne supportait pas la discipline militaire, il avait 15 ans, il a démissionné du lycée, il est devenu apatride, puisqu'il avait rendu son passeport allemand, il a rejoint ses parents qui habitaient à l'époque du côté de Milan, et pendant une année, il n'a pas été scolarisé, il a fait beaucoup de voyages, de tourisme, etc. Mais il a écrit une lettre à l'un de ses oncles, à l'âge de 15 ans, une lettre de 5 pages, dans laquelle il explique tous les problèmes qui vont l'intéresser. Et tous ces problèmes, en fait, tournent autour de la question de la lumière et de sa propagation dans l'espace et dans le temps. Et il pose une question assez incroyable pour un jeune garçon de 15 ans. Il dit, voilà, j'imagine que la lumière va à la vitesse de la lumière. Pour l'instant, ce n'est pas un effort d'imagination colossal, mais j'imagine que la lumière est capable d'émettre de la lumière. Très bien. Quelle sera la vitesse de la lumière émise? Donc si la vitesse de la lumière est celle de toutes les lumières, la vitesse de la lumière émise va aller 2 fois plus vite que la lumière émettrice. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, ça fera 3 fois la vitesse de la lumière, etc. Et donc il comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, on peut fabriquer une sorte d'escalier cinématique jusqu'à l'infini, jusqu'à une vitesse infinie. Et il dit c'est bizarre. C'est bizarre, il voit qu'il y a un problème là. C'est une question, on pourrait dire que c'est une question d'enfant, sauf que c'est une question que ne posent pas les enfants, sauf Einstein. Et un an plus tard, quand il sera à nouveau scolarisé en Suisse, dans un petit village qui sera Aarau, il va faire une autre expérience de pensée, qui est un peu le prolongement de celle que je viens d'évoquer, où il essaie de se mettre dans des situations
qu'il imagine, mais qu'on ne peut pas réaliser concrètement, pour essayer de deviner quel paysage il verrait s'il était dans cette situation. Et il se demande par exemple ce qu'il verrait, quelles seraient les images qu'il verrait s'il était à cheval sur un rayon de lumière. À l'époque, les physiciens étaient persuadés que la lumière, c'est des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Mais si vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique, vous êtes en fait dans la position d'un surfeur qui est sur la crête d'une vague. Donc le surfeur va se déplacer en même temps que la vague, de sorte que les vagues qui sont devant lui et les vagues qui sont derrière lui seront immobiles par rapport à lui. Donc quand vous faites du surf sur une vague, les autres vagues sont installées dans ce qu'on appelle une onde stationnaire. C'est-à-dire que par rapport à vous, elles sont immobiles. Et donc Einstein conclut que s'il était à cheval sur une onde électromagnétique, cette onde lui apparaîtrait comme stationnaire, c'est-à-dire immobile par rapport à lui. Or, à 16 ans, il savait déjà qu'il n'y a pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Autrement dit, les équations de Maxwell nous disent que la lumière est toujours en mouvement par rapport à l'observateur. Et donc il se pose la question de savoir si l'expérience qu'il a imaginée est une expérience qui a du sens ou pas, puisqu'elle le met en situation de voir des choses que la théorie ne décrit pas. Alors est-ce que c'est que la théorie est fausse, ou est-ce que c'est que la situation qu'il a imaginée est impossible? On est en 1896 lorsqu'il pose cette question, et il lui faudra 10 ans pour y répondre, en proposant une nouvelle théorie de l'espace-temps qui s'appelle la relativité restreinte, qui va publier en 1905, et qui dit qu'en fait, quelle que soit la vitesse de l'observateur, quelle que soit la vitesse de la source qui émet la lumière est égale à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière est un absolu qui ne dépend pas de la vitesse de sa source et qui ne dépend pas de la vitesse de l'observateur qui la mesure. Et donc ces expériences de pensée, en tout cas chez Einstein, quand on agit d'Einstein, c'est très fécond, ça lui a permis, sans faire d'expérience du tout, de révolutionner la physique. Et il va continuer d'ailleurs longtemps à pratiquer ce genre d'exercice. Par exemple en 1907, donc 2 ans après l'année miraculeuse de 1905, où il publie 5 articles incroyables alors qu'il n'a pas de poste à l'université, il travaille comme ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, et il va... au cours d'une sieste semi-éveillée, en novembre 1907, il est toujours assis sur son tabouret au bureau des brevets, et il a ce jour-là l'idée qu'il appelle l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il suffit de le lire, c'est dans son autobiographie, il dit « J'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. » Qui est un truc que n'importe qui aurait pu voir pour le coup. Parce qu'il suffit d'avoir fait un peu de gravitation newtonienne à l'école pour savoir qu'en effet, c'est d'ailleurs ce que disait Galilée, le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Si vous remplacez la Terre par une théière, le mouvement de la théière autour du Soleil sera le mouvement de la Terre autour du Soleil. Le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Et donc ça, c'est dans les équations de Newton. Einstein n'a rien inventé. Simplement, il s'est mis en situation presque musculaire de tenter d'éprouver ce que vit quelqu'un qui tombe. Et si vous êtes en train de tomber, évidemment, c'est sous l'effet de votre poids. C'est votre poids qui est la cause de votre chute. Mais comme tous les corps tombent à la même vitesse, si pendant la chute, vous sortez votre portefeuille de votre veste, le portefeuille, par rapport à vous, ne tombe plus. Et donc, la cause de votre chute, qui est la pesanteur, vous met en situation d'apesanteur. Les objets qui tombent avec vous sont libérés de la pesanteur. Et donc Einstein se dit, c'est un truc bizarre, qui est pourtant inscrit dans les équations de Newton depuis presque 3 siècles et demi. Et lui le comprend, et il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque ça sous-entend que l'effet d'une cause peut annuler la cause. La pesanteur qui vous fait tomber est annulée par le fait que vous tombez. Ça va le conduire au principe d'équivalence, qui, 8 ans plus tard, va l'amener à une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale, qu'il publie en 1915,
et qui a été brillamment confirmé un siècle plus tard par la détection des ondes gravitationnelles. Donc vous voyez, c'est des expériences de pensée qui n'ont fait fonctionner que sa tête. Il n'y a pas eu besoin de matériel, d'expériences compliquées. Voilà une collision, enfin les traces des particules qui ont été produites par une collision du LHC à Genève, une de ces collisions qui ont permis d'établir la preuve de l'existence du boson de Higgs en 2012. Alors quand on regarde la matière à notre échelle, on a tendance à lui attribuer toutes sortes de propriétés, et par une sorte de prolongement à toutes les échelles, on va considérer, en suivant ce fil, que la matière se ressemble à toutes les échelles et que les lois qui la régissent sont les mêmes à notre échelle macroscopique qu'elles sont à l'échelle microscopique. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est faux, c'est complètement faux. Par exemple, à notre échelle, la matière se conserve. La matière se conserve, c'est d'ailleurs ce qui permet d'établir un droit de propriété. Je possède ma voiture. Si la matière ne se conservait pas, elle pourrait disparaître, cette matière, sans que je puisse porter plainte. D'ailleurs, si en sortant d'ici, vous constatez que votre vélo n'est plus là, c'est soit qu'on l'a déplacé, soit qu'on vous l'a volé. Et donc, nous vivons tous avec cette idée que la matière se conserve. On peut le voir autrement d'ailleurs. Si vous cassez, par exemple, une bouteille de verre, vous ramassez les morceaux et vous pouvez les recoller. Et donc, dans cette brisure de la bouteille, aucune matière n'est apparue, et aucune matière n'a disparu. Et donc la matière semble, à notre échelle, se conserver. Maintenant, je regarde ce cliché. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur, faudrait que je le montre là. Donc il y a un proton qui est arrivé par ici, un proton qui est arrivé par là. Ils se sont heurtés au centre de l'image, et ce choc a provoqué la libération de centaines de particules dont nous voyons ici les traces courbées par le champ magnétique. Donc on pourrait penser d'abord que les particules incidentes se sont cassées et que ce que nous voyons là, ce sont les débris des particules incidentes. Et d'ailleurs, on a longtemps appelé ces machines, les colliseurs de particules, on les a appelés les briseurs d'atomes, comme si on brisait les atomes, avec l'idée que ce que nous voyons apparaître, ce sont des particules qui seraient les débris des particules incidentes. En fait, non. Les particules que vous voyez là ne préexistaient pas à leur apparition dans la collision. C'est la collision qui les a créées. En plus, si vous mesurez leur masse, vous mesurez la somme totale des masses de toutes les particules qui sont repérées par ce détecteur, vous allez voir que cette masse totale est plusieurs dizaines de milliers de fois supérieure à la masse des particules incidentes. Donc si vous croyez que la matière se conserve, ou que la masse se conserve, vous avez là un exemple où, à l'arrivée, dans l'état final, il y a des dizaines de milliers de fois plus de matière qu'au départ. Autrement dit, de la matière a été créée, de la masse a été créée. Et c'est justement ce que dit la formule d'Einstein, E égale mc2, c'est-à-dire que ça c'est une opération dans laquelle l'énergie des particules incidentes, les protons, l'énergie ou si vous préférez leur vitesse, parce que l'énergie dont je parle là c'est l'énergie cinétique, donc la vitesse des protons s'est transformée en particules de matière. Et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est quelque chose qu'aucun philosophe n'avait imaginé. On est là devant une situation où une propriété d'un objet matériel, en l'occurrence sa vitesse, devient un objet matériel. C'est à peu près aussi fou que si je vous disais que la vitesse d'un taxi peut engendrer un scooter et une mobilette. Une propriété d'objet devient un objet. C'est ça le sens profond de la formule E égale mc2, qui a d'ailleurs beaucoup d'autres implications. Par exemple, dans la vie courante, ce qu'on appelle la masse d'un objet, c'est en fait son inertie,
C'est ce que dit Newton. La masse d'un objet mesure la difficulté qu'il y a à déplacer cet objet ou à modifier son mouvement. Plus un objet est massif, plus il faut de force pour le mettre au repos quand il est en mouvement, et plus il faut de force pour le mettre en mouvement s'il est au repos. Et donc l'inertie d'un corps se mesure par sa masse. Ce que montre Einstein avec la formule E égale mc2, c'est que c'est pas vrai. L'inertie, en fait, c'est l'énergie totale de la particule, si on parle de particule, divisée par le carré de la vitesse de la lumière. Donc si vous prenez une particule qui est au repos, par rapport à vous, elle est immobile, son énergie c'est mc carré, c'est son énergie de masse, son énergie au repos. mc au carré divisé par le carré de la vitesse de la lumière, ça fait m, la masse, comme chez Newton. Par contre, si la particule est en mouvement, son énergie totale, c'est son énergie au repos, mc au carré, plus son énergie cinétique, qui n'est pas nulle puisque la particule est en mouvement. Cette énergie cinétique, je vais l'appeler T. Donc l'énergie totale, c'est mc au carré plus T. L'inertie, c'est quoi dans ce cas-là? C'est l'énergie totale divisée par c au carré. Donc c'est mc au carré plus T, le tout divisé par c au carré, ça fait m, la masse, plus T divisé par c au carré. Et donc vous voyez que l'inertie de la particule augmente avec sa vitesse. Donc plus la particule va vite, plus son inertie est grande. Comme l'inertie mesure la difficulté qu'il y a à modifier son mouvement, plus la particule va vite, et plus il est difficile de la faire aller plus vite. Et donc arrive un moment où on atteint une vitesse limite, où l'inertie de la particule est tellement élevée qu'on ne peut pas la faire aller plus vite. Et cette vitesse limite, c'est la vitesse de la lumière, que les particules ne peuvent pas dépasser. Et donc vous voyez comment le spectacle de l'infiniment petit oblige à presque démentir toutes les lois physiques qui nous viennent de l'observation de la vie quotidienne à notre échelle. On pourrait même aller plus loin, je ne sais pas si j'ai monsieur le maître du temps là. Parce que par exemple, un autre truc qui est intéressant, c'est, j'ai parlé du boson de Higgs, il a été découvert en 2012, prédit en 1964. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1964 ? À l'époque, on commençait à bien comprendre ce genre de phénomène-là, même si les énergies étaient plus basses, même si les théories étaient moins affûtées, mais les gens avaient compris que on peut tenter de décrire les interactions fondamentales, à l'exception des gravitations, en utilisant la mécanique quantique et ce qu'on appelle des groupes de symétrie. Et donc à chaque interaction électromagnétique ou nucléaire, on associe un groupe de symétrie, on met tout ça dans ce qu'on appelle une théorie de jauge, et si le groupe de symétrie est bien choisi, la structure de l'interaction est complètement déterminée. Autrement dit, le jeu, c'était de trouver le groupe de symétrie correspondant à chacune des trois interactions qui agissent au niveau microscopique, la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Ce travail a été fait et donnait des bons résultats au sens où les théories qu'on avait construites à l'époque, ce qu'on appelle le modèle standard, permettaient de rendre compte des collisions comme celles que j'ai montrées avec le cliché des chambres à bulles. Et dès que les gens ont dit mais tiens, c'est super, on a une théorie qui marche. Elle marche au sens où elle rend compte des phénomènes observés, ce qui est le minimum et peut-être le maximum qu'on puisse demander à une théorie physique, rendre compte des résultats des expériences. Simplement, il y a des gens qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passerait vraiment si ces équations étaient justes? Un peu comme Galilée qui se demande qu'est-ce qui se passerait vraiment si les corps tombaient d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds. Qu'est-ce que ça impliquerait vraiment? Là, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passerait si les équations du modèle standard étaient justes? Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est d'ailleurs un calcul très simple, a été de dire que si les équations du modèle standard étaient justes, alors les masses des particules élémentaires devraient toutes être nulles. La masse de l'électron devrait être nulle. À l'époque, on n'avait pas les quarks, mais la masse des quarks devrait être nulle, la masse des neutrinos devrait être nulle, toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. Et donc les gens se sont dit, mais
Cette conclusion est en contradiction avec l'observation, avec les mesures. Donc les équations qui aboutissent à cette conclusion fausse sont fausses. Et donc les gens commencent à rejeter les modèles standards, à chercher d'autres façons de décrire les interactions. Et puis il y a 3 jeunes gens, qui s'appellent Englert, Higgs et Brute, qui de façon indépendante se sont dit, mais peut-être que les équations ont raison. Il faut se souvenir de Galilée. Le pari de la physique, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. Et donc peut-être qu'on peut expliquer la masse des particules grâce à une théorie qui dit qu'elles n'ont pas de masse. Et ces gens ont publié 2 papiers, l'un en juillet 64, l'autre en août 64, 2 papiers qui disent la même chose. Le premier est signé par Brute et Englert. C'est un papier d'1 page et demie. Et le second, 1 page et demie aussi, est signé par Peter Higgs. Et donc ces gens se disent, peut-être que depuis Newton, on a mal compris ce qu'est la masse. On s'est trompé. Dans notre esprit, la notion de masse va de pair avec la notion de matière. Par exemple, j'ai du mal à imaginer ce que seraient des particules de matière qui n'auraient pas de masse. Et de la même façon, j'ai du mal à penser la masse sans imaginer qu'elle est incarnée en particules de matière. Ça veut dire que dès que je pense masse, je pense matière, et dès que je pense matière, je pense masse. Et ces 3 physiciens se sont dit, peut-être que ce réflexe que nous avons est trompeur. Peut-être que les notions de masse et de matière doivent être découplées l'une de l'autre. Au lieu de dire que une particule de matière a une masse du simple fait que c'est une particule de matière, c'est-à-dire au lieu de dire que la masse des particules est une propriété intrinsèque des particules, pourquoi ne pas imaginer que c'est une propriété secondaire? C'est-à-dire une propriété qui ne vient pas d'elle-même, mais qui vient de leur interaction avec le vide. Et du coup, les équations qui disent que les particules ont une masse nulle ont raison, elles ont une masse nulle. Mais quand on fait une mesure de leur masse, on trouve un résultat non nul, parce qu'en fait, elles interagissent avec le vide qui n'est pas vide, et c'est ces interactions qui leur donnent la masse apparente que nous leur trouvons. Et donc ces physiciens ont postulé que dans le vide, en fait il y a un champ quantique, qui est partout présent, qui est très simple, c'est un champ scalaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus d'ailleurs, mais donc un champ scalaire, c'est comme un champ de température, c'est un champ qu'on peut repérer en tout point de l'espace et du temps par un nombre réel. Et ce champ est partout présent, et les particules sans masse interagissent avec ce champ plus ou moins fortement. Celles qui interagissent fortement ont une masse élevée, celles qui n'interagissent pas n'ont pas de masse. C'est un peu comme la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle d'imaginer que les particules ont des skis. Elles ont des skis plus ou moins bien fartés. Et le champ de Higgs, c'est le champ de neige. C'est un champ de neige qui a partout la même épaisseur, il est uniforme, et les particules qui ont des skis glissent sur ce champ de neige plus ou moins bien. Celles qui ont des skis très bien fartés vont glisser sans frottement, et nous qui les regardons, nous dirons, tiens, elles vont à la vitesse de la lumière, et leur masse est nulle. Si elles ont des skis mal fartés, nous les verrons frotter sur le champ de neige, leur vitesse sera plus faible que la vitesse de la lumière, et nous leur attribuerons une masse d'autant plus élevée que leur vitesse sera faible. Autrement dit, l'idée de ces gens-là était de dire que la masse des particules n'est pas une propriété qui vient d'elle-même, mais est simplement une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leur ski. Donc vous voyez, c'est un retournement complet de l'interprétation de la masse. Évidemment, à ce champ sont associées des particules qu'on appelle des quantars. Les quantars, c'est les bosons de Higgs. Et c'est ces particules qu'on a découvertes en 2012 qui montrent que l'interprétation de ces gens, 48 ans avant, était la bonne. Et donc, si on prenait au sérieux ces idées, tous les manuels scolaires qui traitent de la masse devraient être revisités, réécrits, etc. Je vous rassure, on ne le fera pas. Alors, une chose assez intéressante, et je vous laisse la parole parce que je suis trop bavard, mais
D'abord, vous avez compris que le vide n'est pas vide. En général, on définit le vide comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé. Ouais, sauf que si on enlève tout, il n'y a plus rien. Or, le vide, c'est pas le néant. Donc, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Donc, vous voyez qu'une définition privative du vide n'a pas de sens. Pour définir le vide, il faut d'abord définir un mobilier ontologique. C'est-à-dire, il faut d'abord définir ce que vous considérez comme réel. Donc, il faut partir d'une théorie qui vous dit il existe ceci et cela, et le vide, c'est ce qui restera quand vous aurez retiré ceci et cela. Et sauf que quand vous faites l'opération avec la physique quantique, ben quand vous avez retiré les particules, il reste quand même le champ quantique associé à ces particules, ce qu'on appelle les particules virtuelles. Et en fait, quand on a fait ces collisions, on a donné de l'énergie au vide quantique qui contenait des particules n'ayant pas assez d'énergie pour exister vraiment. Elles ont absorbé l'énergie que la collision leur a donnée. Elles sont devenues réelles, alors que jusqu'alors elles étaient virtuelles. Et sont devenues les particules que vous voyez ici. Et donc le LHC, c'est simplement une machine qui sert à chauffer le vide. 3 milliards d'euros pour chauffer le vide, c'est pas comme ça qu'on la présente quand il s'agit de financer les expériences, mais en gros, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que on recrée dans un petit volume d'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial. Comme les lois physiques n'ont pas changé, si vous recréez les conditions du passé, très forte densité, très forte température, vous recréez les phénomènes du passé. Et donc en l'occurrence, on a créé un phénomène qui s'est déroulé il y a 13,7 milliards d'années. Sans témoin, alors que là, le phénomène s'est produit dans un endroit qui est entouré de détecteurs qui ont permis de détecter ces particules. Donc c'est pas un voyage dans le passé, c'est une cure de jouvence. C'est-à-dire qu'on permet à l'univers, en un petit volume de son espace-temps, de revivre des choses qu'il a connues dans un passé très lointain. En fait, il n'y a plus de bosons de Higgs, et ceux qu'on a détectés sont des bosons qu'on a sortis du vide. Alors juste l'anecdote, c'est qu'en fait, les premiers à publier, c'est les deux Belges, Brout et Englert. Peter Higgs, l'Écossais, a publié au mois d'août, un mois après, la même idée. Mais celui qui a intégré leur idée dans les équations de modèle standard, qui est un prix Nobel américain, Weinberg, il s'est trompé sur la chronologie. Donc il a cru que c'était Higgs qui avait publié en premier, et c'est pour ça que on appelle ce boson le boson de Higgs. Mais Englert et Brout n'étaient pas très contents, évidemment. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais rencontré Higgs jusqu'à l'annonce des résultats de l'expérience en 2012. C'est là qu'ils se sont vus la première fois. Brout, malheureusement, était décédé quelques années auparavant, mais Englert et Brout s'étaient jamais vus. Et après la détection du boson de Higgs, évidemment, Brout et Higgs, savaient qu'ils auraient le prix Nobel. Donc ils sont venus faire des conférences, notamment une à Saclay, où je travaille, et François Englert militait pour que le boson de Higgs s'appelle le boson scalaire. Voilà, c'est un nom, c'est un nom commun, boson scalaire, c'est effectivement une particule qui est décrite par un champ scalaire, et donc boson scalaire. Et on lui a fait remarquer que l'anagramme de boson scalaire, c'est bière sans alcool. Ce qui pour un Belge n'est pas possible. Et donc il a changé son fusil d'épaule, et maintenant il milite pour qu'on l'appelle le boson H. Qui veut poser la première question ici au second rang? Donc, bonsoir à tous et bonsoir professeur Klein. Moi j'aimerais vous poser une question, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu en décalage avec le thème de la conférence, parce que vous m'avez impressionné lorsque je vous vois par le biais de Internet. C'est la fameuse question où là mon cerveau s'arrête. C'est lorsque vous abordez l'absence de toute chose, entre le passage de l'absence de toute chose à l'apparition de l'être. Voilà. Bon. C'est tout. Voilà. On
est dans le néant, là aussi. Non, c'est en effet une autre question. Non, je ne vais pas la traiter ce soir, mais en gros, je vois à quoi vous faites allusion. C'est-à-dire que si on prend le mot origine de l'univers au sérieux, il faut penser ce que vous dites. C'est-à-dire penser comment le néant a pu devenir quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit que l'origine de l'univers c'est ceci ou cela, que le discours en question vienne des religieux, des scientifiques ou d'autres, on tient un discours qui est en contradiction avec l'idée même d'origine. Parce que si vous dites par exemple, l'origine de l'univers c'est ceci ou cela pouvant être un être transcendant, ou bien un trou noir, ou bien le vide quantique, ou bien, vous voyez bien que ça ne va pas, parce que, ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, mais s'il y a toujours eu quelque chose, ça veut dire que l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et c'est pas l'origine. Voilà. Donc penser l'origine de l'univers, c'est penser comment l'absence de toute chose a pu devenir une première chose. Et c'est non pas penser comment une chose qui était là est devenue autre chose. Voilà. Et donc c'est pour dénoncer, si vous voulez, la désinvolture avec laquelle on parle de l'origine de l'univers que j'ai pris cet exemple. Cela dit, il y a un truc marrant, c'est que dans les discours, il y a 3 mots qui sont considérés comme synonymes: néant, vide. Alors le vide n'a rien à voir avec le néant, moi je l'ai montré. Néant, vide et rien. C'est 3 mots qu'on utilise comme s'ils étaient identiques l'un à l'autre. Alors on va faire un petit exercice rigolo. On les met l'un derrière l'autre, et devant on met le pronom je. Et on les lit l'un derrière l'autre, ça fait je n'ai envie de rien. C'est une question qui nous taraude toujours. Je pensais au débat qu'il y avait à la fin du XVIIe siècle sur ce qu'on appelait l'énergie du néant, quand on s'aperçoit que quand il n'y a rien, il y a quelque chose qui va attirer le piston, etc. Et après, on s'est aperçu que on l'a nommé vide. Même avant, Torricelli parlait de vide, mais on est toujours sur cette question où on a un mal fou à s'imaginer cette absence. On est toujours en train de le définir par rapport à ce qu'il y a autour. Bergson, il disait que le néant est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on pense au néant, on en fait quelque chose qui ne peut pas être, puisqu'il est quelque chose. Oui. Et donc, la seule façon de penser le néant, c'est de ne pas y penser. Parce que dès qu'on y pense, on en fait quelque chose qui ne peut pas être le néant. Alors là, ça se rapproche du Goulpe. Alors le Goulpe, je ne connais pas, ça fait 2 mots dans la soirée. Ah bah oui. Chez les Shadocks, 2 dîners mondains. Chez les Shadocks, le Goulpe, c'était un trou avec rien autour. Ah, c'est l'antimatière, ça. Ah ben voilà. Une autre question, oui, là-bas au milieu. Ma question se rapporte à votre délectation pour les anagrammes. Quand vous êtes à table et que vous faites un concours d'anagrammes avec un Allemand, un Italien et un Chinois, comment ça se passe? Heureusement, ça ne se passe jamais. Le problème des anagrammes, c'est qu'on ne peut pas les traduire. Mais il y en a dans toutes les langues alphabétiques. Il y a des anagrammes dans toutes les langues alphabétiques. Il y en a beaucoup en anglais. Enfin, les Anglais adorent les anagrammes, non seulement avec les mots, mais avec les nombres, avec les chiffres. Par exemple, quand vous trouvez... calculez 12 plus 1. Ça fait 13. Maintenant, vous calculez 11 plus 2. Ça fait 13. Maintenant, vous regardez les lettres. À gauche et à droite, c'est les mêmes. Donc, vous avez à la fois une anagramme sur les lettres et sur les nombres. En anglais, 11 plus 2, ça fait 13. Et 12 plus 1, ça fait 13. En français, ça ne marche pas, sauf pour les nombres, pas pour les lettres. Et on peut en trouver en français avec les lettres, c'est plus compliqué. Mais même si vous faites un best-seller en français avec des anagrammes, ça ne se vend pas à l'étranger. C'est ça le problème. Bonsoir. Si on fait la somme des nombres de 1 jusqu'à l'infini, de différentes manières sur le plan mathématique, on peut démontrer que ça fait moins 1/12. C'est complètement contre-intuitif. Et pourtant, l'effet Casimir, pas celui de l'île aux enfants, mais Casimir, repose là-dessus. Quelle leçon doit-on tirer sur le plan de la philosophie des sciences? Alors,
Il va falloir que je réfléchisse là. D'autant plus que je n'ai pas entendu la première moitié de la question. Mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de l'entendre. En fait. Si on fait la somme des nombres entiers de 1 jusqu'à l'infini, oui. On tombe sur -1/12e. Et l'effet Casimir repose dessus. Vous parlez des problèmes de renormalisation, c'est ça Oui, justement, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais la renormalisation, c'est comment fabriquer des quantités finies en soustrayant un infini à un autre infini. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais la question de l'infini en mathématiques est vertigineuse, et en physique, elle pose aussi beaucoup de problèmes, comme vous le savez, dans les relations entre la physique quantique et la relativité générale, par exemple. On tombe sur ce genre de choses, à propos de l'énergie du vide, par exemple. Une autre question ou une réflexion? Il y a ici au 4e rang. Attendez, le micro arrive, que tout le monde puisse entendre votre question. Oui, Alain Cohn, médaille Fields, mathématicien, a redémontré le boson de Higgs avec la géométrie non commutative. Et il dit que le boson de Higgs apparaît comme une partie de la gravitation. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, mais je pense beaucoup de choses, parce que Alain Cohn, il avait prédit la masse du boson de Higgs, mais c'était pas la bonne valeur. Et après, il a corrigé ses calculs pour tomber sur la bonne valeur, mais après coup. En effet, il a produit un modèle dans lequel le boson de Higgs apparaît de façon naturelle, alors que dans le modèle standard, il apparaît par l'effet de ce qu'on appelle une brisure de symétrie. Mais ce qui est rigolo ça rejoint la question des anagrammes, j'en suis désolé, mais c'est une histoire vraie. C'est que les géométries non commutatives sont des géométries dans lesquelles on repère les points d'un espace, non pas par des coordonnées comme on le fait d'habitude, mais par ce qu'on appelle des opérateurs algébriques. Et ce sont les relations de commutation ou d'anticommutation de ces opérateurs qui définissent la structure de la géométrie. Et ce qu'a démontré Alain Cohn, c'est que c'est peut-être ces géométries qui expliquent le moteur du temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des relations hiérarchiques dans l'espace, ça peut être quelque chose qui va dynamiser la géométrie. Et donc produire, disons, un cours du temps. Bon. Maintenant, vous voyez que les anagrammes, ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec ça, puisque si on fait des anagrammes, c'est précisément parce que les positions des lettres dans les mots ne commutent pas. Si vous changez l'ordre des lettres, vous changez le mot et son sens. En général, vous fabriquez un mot qui n'a pas de sens. Donc comment est-ce qu'on fait des anagrammes? On prend les lettres d'un mot, on les met par ordre alphabétique. S'il y en a deux qui sont identiques, on met la lettre au carré. On fait comme si c'était un produit de facteurs, si vous voulez. Et évidemment, à partir de ce produit, on peut fabriquer toutes les anagrammes du mot en question. Bon. Et donc, les anagrammes ont à voir avec la non-commutativité de la position des lettres dans les mots. Or, Paul Dirac, grand physicien quantique, a montré que ce qui fait que la mécanique quantique ne sera jamais réductible à la physique classique, c'est justement la non-commutativité. C'est-à-dire que quand vous mesurez la position d'une particule puis sa vitesse, vous n'obtenez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord sa position, puis sa... Enfin, je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit, mais enfin bref, vous inversez les deux trucs. Et donc, les anagrammes ont un truc assez puissant. Et un jour, j'ai rencontré Alain Cohn, qui expliquait justement comment le boson de Higgs, en apparaissant dans l'univers primordial, va donner une masse aux particules élémentaires, donc va leur donner un temps propre. Bon. Et donc, le boson scalaire de Higgs, quand vous regardez, quand vous cherchez les anagrammes, vous trouvez un truc extraordinaire, vous trouvez, ça donne l'horloge des anges ici-bas. Le boson scalaire de Higgs, l'horloge des anges ici-bas. C'est-à-dire qu'avant le boson de Higgs, les particules n'ont pas de masse, sont des anges. Le boson de Higgs apparaît, elles ont une masse et acquièrent un temps propre. Parce qu'en relativité, pour qu'une particule ait un temps propre, il faut que sa masse soit non nulle. Donc j'ai raconté ça à Alain Cohn, qui est quasiment, je vous jure que c'est vrai, en étant en Corse, quasiment tombé en syncope. Tellement il a pris l'avion le lendemain avec sa femme pour aller à Venise. Et quelques mois plus tard,
est sorti en librairie un livre écrit par Alain Cohn et son épouse, qui s'appelle Le Théâtre Quantique, sous-titre L'horloge des anges ici-bas. Ça l'a marqué. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'avait pas vu le lien entre les géométries non commutatives dont il est le père et les anagrammes. Une question au milieu. Oui, j'ai une question assez basique. Qu'est-ce que la découverte d'une nouvelle particule, donc, puisqu'on est dans l'infiniment petit, change de ce qu'on connaît du monde, de ce qu'on connaît de la physique? Vous parlez de celle dont on parle dans les journaux? La particule X, je ne sais pas oui. si ça a été validé. Bon, moi je trouve que la presse là se précipite. Évidemment, ils vont vendre des journaux en annonçant de nouvelles particules jusqu'à ce que éventuellement cette découverte soit démentie. Parce que pour l'instant, on a vu deux bosses, en effet, il y a deux gros détecteurs du LHC, CMS et Atlas, qui ont vu deux bosses. Deux bosses, ça veut dire des excès d'événements par rapport à ce que prévoit le modèle standard. Et une bosse, ça peut être une fluctuation statistique. Ça peut être quelque chose qui vient de la statistique et qui ne correspond pas à un véritable signal. Pour qu'une bosse soit un signal, il faut qu'elle s'écarte du bruit de fond suffisamment fortement pour qu'on puisse dire c'est un vrai signal. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de dire que c'est un vrai signal. Il faut attendre, il faut accumuler des données. L'accumulation des données est retardée par une fouine qui a croqué des câbles, ce qui fait que le LHC est arrêté pour 3 semaines. Mais normalement, au mois d'août, la question sera tranchée. Soit on annoncera qu'il s'agit en effet d'une nouvelle particule dont la masse est de 750 GeV et qui se désintègre en particulier en 2 photons, donc elle est neutre, ou bien on dira que c'était une fluctuation. Donc il est trop tôt pour dire qu'on a découvert une nouvelle particule. Et en tout état de cause, il se pourrait encore que ce soit une particule prédite par le modèle standard, ce qu'on appelle une résonance. Et donc avant de dire que c'est une particule qui est en rupture avec la théorie actuelle, il faut vraiment faire beaucoup d'analyses et donc attendre un peu. Mais il se peut aussi que ce soit quelque chose de nouveau, par exemple une particule de matière noire. De là à parler de tsunami intellectuel, comme je l'ai lu dans la presse, c'est prématuré. Ça me faisait penser à quelque chose, là. Cette image que l'on a vue tout à l'heure du LHC, mais la question se pose aussi à nos amis là, du labo des mesures. J'aimerais bien savoir, comme on nous montre des images qui sont à plat, et qu'en fait on a une espèce de tranche comme ça, et en plus elle est colorée, etc. Donc on a tous, nous qui n'y connaissons rien là-dedans, des images assez simplistes qui sont la base de ce qu'on cherche à nous faire comprendre. Le physicien qui baigne là-dedans depuis des lustres finalement, a-t-il lui une représentation de tout cela en 3 ou 4 ou d'autres dimensions? Comment se le représente-t-il? Comment passe-t-on de ces images-là à ce qui se représente de la vraie réalité des choses? Ça c'est une très bonne question, mais la réponse elle dépend de ce qu'on fait comme activité professionnelle dans ce genre de recherche. Donc, si vous posez la question à un physicien de savoir qu'est-ce que c'est qu'un électron, comment il se le représente, je suis pas sûr qu'on puisse trouver une réponse qui soit unanime. Pour certains, ça sera quelque chose qui fait clic dans un détecteur. Si ce sont des gens qui travaillent sur des expériences dans lesquelles on manipule des électrons un par un. D'autres vont dire, finalement, je le définis par ses caractéristiques. C'est une certaine masse avec une certaine charge électrique. Et je me le représente, parce que ça convient à beaucoup d'applications, comme une particule ponctuelle, une sorte de vecteur du courant électrique, par exemple. Et puis si on fait de la physique plus fondamentale, on va le représenter par des opérateurs dans des formalismes abstraits qui évoluent dans des espaces mathématiques qu'on a pratiquement fabriqués, qui peuvent avoir un nombre de dimensions infinies. Et je suis pas sûr qu'on soit capable de synthétiser toutes ces images pour en faire une seule image cohérente. Et donc, c'est des questions qu'on ne se pose jamais. C'est-à-dire, je n'ai pas vu de physicien qui se pose la question « qu'est-ce que c'est qu'un électron ?» C'est-à-dire qu'on peut le manipuler, on peut le faire jouer dans les calculs, sans avoir besoin de s'en former une image concrète. Et d'ailleurs, la physique quantique, quand on la prend au sérieux, est iconoclaste. C'est-à-dire, à chaque fois que vous représentez
un objet quantique, eh bien, il y a un argument quantique qui vient vous dire que votre image est fausse. Comme l'atome que vous avez représenté tout à l'heure, il est faux, on sait que c'est pas comme ça. Et du coup, la réalité quantique, c'est ce qui reste quand toutes les images par lesquelles on tente de la saisir ont disparu. Bien, bien. Et monsieur au premier rang veut poser une question. Oui, Jean Fugère. On connaît tous le temps biologique. Qu'est-ce que c'est le temps des physiciens? Mais je croyais qu'on devait libérer à 20h le... Non, c'est ce qu'on m'avait dit, moi. 5 minutes. 5 minutes. Alors, c'est une immense question. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un temps biologique. Voilà. Je pense qu'il y a des temporalités biologiques, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes biologiques qui se déroulent dans le temps, qui ont des temporalités particulières ou spécifiques. Mais si vous commencez à imaginer qu'il y a autant de temps différents qu'il y a de temporalités différentes, c'est-à-dire si vous vous autorisez à ajouter des qualificatifs au temps, en disant il y a un temps géologique, un temps biologique, un temps physique, un temps des philosophes, un temps cosmologique, etc., vous faites du temps une entité qui est impensable, puisqu'elle va se disperser dans toutes les manifestations qui lui donnent prise. Et donc, moi, mon travail, c'était de dire, prenons les équations de la physique au sérieux, parce que la physique est quand même une science efficace. Je dis pas que la biologie l'est pas, mais la biologie n'a pas d'équation. La physique, elle a permis de prédire des nouvelles particules, comme le boson de Higgs, qui a à voir avec la question du temps, comme je l'ai rappelé. Et donc je me dis, finalement, la physique, qui est capable de faire apparaître de nouveaux éléments de réalité, c'est que la physique, elle a compris quelque chose au temps. Donc, regardons ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Et si les équations de la physique pouvaient parler, elles diraient du temps tout à fait autre chose que ce que le langage ordinaire dit du temps. Par exemple, si vous prenez le temps newtonien, c'est un temps qui ne change pas au cours du temps. Le paramètre T des équations qu'on apprend à l'école, il ne dépend pas du temps. Alors que le langage quotidien nous fait confondre le temps avec le changement. Newton vous dit non, le temps c'est le seul truc qui ne change pas dans l'univers. Le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Bon, donc vous voyez que la représentation du temps dément complètement notre discours sur le temps. Simplement, est-ce que, en disant cela, on n'est pas victime d'une sorte de parti pris de Newton? Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, que je me suis posée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Comment se fait-il que Newton ait appelé temps la variable t de ses équations, qui n'a aucune des propriétés que notre langage ou notre pensée attribue au temps? Autrement dit, pourquoi a-t-il nommé temps un truc qui ne ressemble pas au temps? Et ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que le temps de Newton, vous voyez, c'est un temps qui transporte avec lui les équations physiques de façon invariante. C'est juste un temps qui porte l'invariance des lois physiques au cours du temps. Il ne fait rien d'autre. C'est pas lui qui vous fait. C'est un temps qui vous fait prendre de l'âge. On est d'accord, mais c'est pas lui qui vous fait vieillir. Le temps newtonien, il fait que tous les ans vous prenez 1 an, mais c'est pas lui qui abîme vos cellules. Ce qui abîme vos cellules, c'est pas non plus le temps biologique, c'est des phénomènes biologiques. Et donc, on pourrait tenter de s'imaginer ce qui se serait passé si Newton, au lieu d'appeler la variable t le temps, l'avait appelé d'un autre nom, par exemple truc ou trick. Si Newton avait appelé t le truc, les physiciens feraient des colloques sur le statut de truc ou de bidule truc, parce que l'espace on l'aurait appelé bidule, et les philosophes, les psychologues et les autres feraient des colloques sur ce qu'on appelle le temps. Mais vous voyez, il faudrait pouvoir reconstituer le cheminement intellectuel qu'a suivi Newton pour décréter qu'une nouvelle variable apparaissant dans les équations était ce qu'on appelle le temps. Pourquoi il a fait ce choix sémantique? Et j'aimerais bien avoir la réponse un jour. Entre-temps, je le vois passer oui. le temps, et donc je vous propose... Il y a un peu plus de 30 ans, on parlait beaucoup dans les... C'est moi. Ah voilà.
il y a un peu plus de 30 ans, dans les sciences humaines, on parlait beaucoup des représentations. Et pour faire simple, c'était « dis-moi quelles sont tes représentations et je te dirai à quelle cosmologie tu as accès ». Aujourd'hui, est-ce que ce thème est encore d'actualité? Et si oui, sous quelle forme? Parce qu'on a beaucoup tourné autour de ces questions-là, autour de l'image, autour de la représentation de l'image, avec les dimensions, etc. Que dire aujourd'hui sur cette question des représentations? Pour la cosmologie? Non, ça n'a rien à voir avec la cosmologie, c'est simplement, on a une représentation du monde qui nous entoure, on se le représente. Ça veut dire qu'en fonction de cette représentation, de ce méta-niveau auquel j'ai accès, je vais voir le monde en fonction de mes représentations. On a parlé un peu d'interculturel tout à l'heure. Si je change de culture, je vais changer mes représentations et je vais voir des choses que je ne voyais pas avant. Ça veut dire que, quelque part, ce que nous voyons aujourd'hui, ce à quoi nous avons accès, est d'abord conditionné par nos représentations. Oui, j'ai compris. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de penser complètement ce que nous savons. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de fabriquer une représentation adéquate de ce que nous savons. Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que la physique est schizophrène. Il y a un pilier de la physique qui est la physique quantique, qui permet de décrire 3 des 4 interactions, et pour laquelle l'espace-temps, c'est l'espace-temps de Minkowski, c'est un espace-temps qui est plat, statique, et qui est indépendant des phénomènes qui s'y déroulent. Donc cette physique-là, qui n'a jamais été démentie, le boson de Higgs est la preuve que, au moins dans son domaine, elle est d'une efficacité incroyable, est en contradiction avec la relativité générale qui décrit la gravitation, et pour laquelle l'espace-temps n'a pas du tout le même statut. Il est souple, il est déformé par ce qu'il contient, il est lui-même un objet physique. Et donc on a deux théories qui sont formellement contradictoires entre elles. En plus, la relativité générale est une théorie classique, elle décrit un monde qui est objectivement là, alors que la physique quantique fait jouer un rôle à l'opération de mesure, qui fait qu'on ne peut pas dire qu'elle décrit le monde tel qu'il est. Elle décrit plutôt notre interaction avec lui. Et donc, elle est schizophrène, et donc les représentations vont être contradictoires, il faudra choisir son camp. L'autre raison, c'est que notre intellect est capable de fonctionner même quand l'intuition est en déroute. On est capable de faire des calculs, de se représenter des choses dans des espaces abstraits, sans être capable de les relier à l'espace et aux phénomènes tels qu'ils se donnent à nous dans notre échelle. Et ça fait que la physique théorique, par exemple, est à la fois découvrante, au sens où elle nous permet d'accéder à des choses réelles que nous ne percevons pas directement, donc elle découvre des éléments de réalité, et elle est en même temps recouvrante parce que on n'arrive pas à comprendre ou à se représenter concrètement ces choses qui existent. Et donc, il faudrait faire un sondage, c'est une bonne idée, de demander aux physiciens qui fassent de la théorie des cordes ou autre chose, quelle est leur représentation du monde. Il y en a qui vous diront sans doute, tout est champ. Je ne vois que des champs MPS. D'autres diront, je vois, des objets ayant des propriétés bien définies. Mais, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de penser ce que nous savons d'une façon adéquate. Par exemple, un physicien des particules, s'il prend vraiment au sérieux ses connaissances, dira que son corps est un sac qui contient des quarks et des leptons. C'est tout. Son épouse, c'est un sac qui contient des quarks et des leptons. D'accord ? Mais alors pourquoi ce sac-là, absolument identique à l'autre, est tombé amoureux de celui-là et pas de la voisine? D'accord ? C'est-à-dire comment deux sacs absolument identiques peuvent manifester à notre échelle des propriétés qui les distinguent. Et la vérité, c'est que aucun physicien ne se pense comme un sac de quarks et de leptons, bien que ce soit ce que lui disent ses équations.